Bien. Alors bonjour à tous. Nous allons donc commencer cette troisième séance du séminaire. Je vais d'abord, comme à l'accoutumée, rappeler là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Donc nous en étions à la question au traitement de la question de l'arbitraire du signe dans le cours de linguistique générale, dans la mesure où cette question joue un rôle important, disons, dans la problématique analogique, dans la mesure où elle touche l'analogie entre forme et contenu, et que c'est un point assez crucial de ce type de linguistique. Et ce que nous avions vu, outre le rappel des principes saussuriens bien connus, c'est que, d'une part, il y a une différence à faire tout de même entre ce que ont écrit Bally et Séchevet dans le cours de linguistique générale, qui, au sujet de l'arbitraire, est entaché d'un certain nombre de différences par rapport au point de vue de Saussure lui-même, tel qu'il peut être reconstitué à partir de ses notes, de ses écrits. D'autre part, nous avions vu que l'argumentation de la Vulgate du CLG met en jeu une sorte de confusion entre signifié et référent. Hein, c'est le fameux exemple de la différence entre les langues comme argument en faveur de l'arbitraire du signe. Le fait de dire, comme cela est écrit dans le cours de linguistique générale, que le signe est arbitraire parce que pour le même signifié bœuf, on utilise le signifiant bœuf en français, ox en allemand, c'est un raisonnement erroné, puisque il n'est pas du tout certain, et on est plutôt sûr du contraire d'ailleurs, que le signifié de bœuf et de ox soit le même d'une langue à l'autre. Donc on avait vu qu'avec Benveniste, on peut dissocier plus clairement quelque chose comme un lien interne et nécessaire entre signifié et signifiant, et par ailleurs une situation, un recadrage de la question de l'arbitraire qui se situe non plus entre signifié et signifiant, mais entre l'ensemble du signe et le référent. C'est là qu'à la rigueur, on peut considérer qu'il y a de l'arbitraire, mais en disant cela, Benveniste dit également que, puisque ça concerne le rapport entre le signe et le monde, ça ne concerne pas tellement le linguiste, qui lui, du coup, va s'intéresser plutôt au rapport signifié-signifiant. Ensuite, j'avais insisté sur cette espèce de logique qu'il y a et qui est mal mise en valeur dans la Vulgate du cours de linguistique générale, sur le rapport entre arbitraire absolu et arbitraire relatif. Et là, c'est un point très important parce que, disons qu'on verra aujourd'hui que ce qui se passe chez Guillaume, c'est quelque chose qui a à voir avec la notion d'arbitraire relatif ou de motivation relative. J'avais pris l'exemple des systèmes numériques ou des systèmes de la numération pour montrer que dans ce genre de système qui est ce genre de système linguistique, hein, qui est extrêmement régulier, donc très systématique, l'arbitraire absolu joue un rôle de principe, mais complètement négligeable dans les descriptions par rapport à l'arbitraire relatif ou à la motivation relative. On était donc arrivé à l'idée que l'arbitraire pouvait être juste vu comme une négation de l'analogie, et par conséquent que, au fond, l'analogie pourrait aussi bien être considérée comme un principe de la linguistique générale. Hein. C'est-à-dire que ni l'arbitraire ni l'analogie ont des raisons d'être particulièrement considérés comme étant un principe un premier principe en plus de la linguistique générale, puisque c'est ainsi qu'apparaît l'arbitraire du signe dans le cours de linguistique générale, comme premier principe de la linguistique, dans la mesure où il existe bien dans les descriptions qu'on peut faire de l'arbitraire malgré tout, mais aussi beaucoup de relations analogiques ou de motivation relative, eh bien ces deux types de relations entre les signes et le monde ou à l'intérieur des constituants du signe existent et doivent être prises en considération. Mais en tout cas, on ne peut pas simplement considérer qu'il serait raisonnable
de poser simplement le principe de l'arbitraire du signe et d'en déduire immédiatement que toute étude qui viserait à limiter le principe de l'arbitraire est fausse dans son principe même, si j'ose dire, puisque l'arbitraire serait un principe et donc en tant que principe n'a pas à être contesté. C'est donc le statut de l'arbitraire en tant que principe qui est attaqué dans cette argumentation que j'ai proposée la semaine dernière. L'arbitraire comme principe. Hein. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais quand vous ouvrez n'importe quel manuel de sémantique, il y a toujours, dans un chapitre liminaire, une phrase pour dire que de toute façon, le signe est arbitraire. Hein. Ouais, on ne se pose pas de questions, et c'est tout. Non, mais alors, oui, on peut dire cela, mais la question est de savoir quelle portée a ce genre d'énoncé. Bien, alors, je resitue donc ce que je viens de dire dans le plan d'ensemble, et vous voyez que ce que je comptais aborder à partir d'aujourd'hui, mais je pense que ça nous prendra bien 2 séances, au moins, ce sont les sources de la problématique analogique. Alors, ce que j'entends par source de la problématique analogique, ce sont les différentes études antérieures qui ont conduit à théoriser ou à prendre ou à problématiser sous une dénomination ou une autre, iconicité, motivation, etc., la question de l'analogie. Alors, on verra, en premier lieu, c'est ce à quoi nous travaillerons aujourd'hui, la filiation guillaumienne. Il y a, en fait, une certaine lecture des travaux de Gustave Guillaume qui permettent de faire de Guillaume une sorte de précurseur de la linguistique analogique. Alors, on le verra à partir d'un article, d'un texte très particulier de Guillaume, un texte consacré aux radicaux du verbe aller, qui est vraiment le texte le plus démonstratif dans le corpus guillaumien en faveur donc d'une lecture analogiste, si l'on veut, du corpus, enfin de l'œuvre de Guillaume. Et puis, je dirais un petit mot, assez rapide, somme toute, des travaux de Maurice Toussaint, qui est un auteur qui est décédé il y a maintenant une dizaine d'années, si je me souviens bien, mais qui a été de formation guillaumienne, qui a suivi des cours de Guillaume, et qui a très explicitement, lui, défendu la thèse de la critique de l'arbitraire du signe. Le livre qu'il a écrit et qui a marqué, disons, son interprétation, si l'on veut, de la linguistique guillaumienne, s'intitule d'ailleurs « Contre l'arbitraire du signe ». C'est le titre du livre, « Contre l'arbitraire du signe ». Donc, l'exemple de Toussaint montre bien qu'il est possible de faire une lecture de Guillaume qui va en direction de l'analogie, puisque, comme je viens de le rappeler en parlant de la semaine dernière, on n'est plus obligé de parler d'arbitraire, il suffit de parler d'analogie, et puis parfois il n'y a pas du tout d'analogie, donc il y a de l'arbitraire, mais bon, le concept d'analogie nous suffit, on n'a pas besoin de dire contre l'arbitraire, il suffit de dire pour l'analogie. C'est pas tout à fait la même perspective, même si, au fond, ça revient un peu au même du point de vue référentiel. Bien. Il n'y a pas seulement Maurice Toussaint, d'ailleurs, d'autres auteurs comme Bernard Pottier ont aussi pris des positions en faveur, dans cette direction. Bon, je parlerai ensuite d'un point de vue neuropsychologique pour, disons, argumenter la pertinence, en particulier, de l'analogie signifiant-signifié, qui est toujours, bien sûr, la plus problématique, sur certaines propriétés du système nerveux central, et en particulier des aires impliquées dans le langage, pour montrer que, au fond, les
les parties de notre cerveau qui sont impliquées dans la production ou la réception du signifiant sont liées d'une manière absolument inextricable à celles qui sont liées à l'élaboration du signifié. Donc, ce développement sur que j'appelle ici une conception holistique des données neuropsychologiques, il vise à montrer que dans une description neuropsychologique, voire neurobiologique, on ne peut pas, il n'y a pas d'argument permettant de dire que le cerveau traite séparément les signifiants des signifiés. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a des liens de causalité, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il y a un traitement complètement modulaire des deux types d'informations. Hein. Enfin, bon, complètement modulaire, cela dit, il faudra discuter de ce que ça veut dire modulaire. C'est un problème sur lequel, de toute façon, je n'aurai pas beaucoup de temps de m'arrêter, mais ça vous donnera une idée d'une argumentation de type neuropsychologique. Ensuite, il y a des sources philosophiques qui sont plutôt du point de vue de l'histoire de la philosophie, si vous voulez, avec à la fois au XVIIIe, Condillac, de Brosse, qui s'inscrivent dans une tradition où il était tout à fait normal de considérer que le signe n'était pas arbitraire. Hein. Au fond, quand on adopte un regard un peu historique, on se rend compte que la tradition de l'analogie, dans l'histoire de la pensée du langage, dans l'histoire des idées sur le langage, la tradition de l'analogie est beaucoup plus ancienne et beaucoup plus stable, et qu'au fond, la période où on thématise plutôt l'arbitraire est une espèce de parenthèse un peu étrange. Donc, contrairement à l'impression que cela peut donner aujourd'hui, que dire, puisque nous sommes baignés dans la linguistique, disons, moderne, saussurienne et post-saussurienne, s'il semble étrange aujourd'hui, voire pour certains provocateurs, de considérer qu'il y a de l'analogie dans le signe et pas de l'arbitraire, eh bien, avec un regard historique un peu plus large, on se rend compte que ça n'est absolument pas scandaleux, mais c'est au fond plutôt bizarre de parler d'arbitraire. Ensuite, il y a deux autres sources, disons, qui sont plus ciblées sur la question de l'analogie. C'est la source jacobsonienne, donc à partir en particulier d'un article de Jacobson qui interprète les travaux de Charles Sanders Peirce, dont je parle ici. Un article qui a été très important et séminal pour toutes les études contemporaines sur l'iconicité linguistique, en particulier pour toutes les études qui sont faites depuis maintenant au moins 20 ans dans le monde anglo-saxon. Et enfin, donc, on parlera du statut de l'analogie en psychologie cognitive, puisque l'analogie est bien identifiée comme un processus cognitif qui se développe chez l'enfant, qui s'améliore et qui joue dans toutes sortes de domaines, pas seulement celui du langage. Disons que, à cet égard, l'analogie au sens de l'analogie linguistique n'est qu'un cas particulier des capacités analogiques générales, globales, de tous les êtres humains. Bien, donc je commence par la question de la filiation guillaumienne et par l'étude des radicaux du verbe aller, qui nous conduira vers une extension du concept de motivation relative. Alors, je me base sur une analyse que j'ai proposée dans un livre que vous pouvez consulter si vous le souhaitez. Ça n'est pas une lecture absolument obligatoire, mais si vos travaux personnels vous y conduisent, c'est un texte qui est tout à fait lié à ces problématiques. Alors, voilà le point de départ. Quand on regarde, quand on observe la conjugaison du verbe aller, on constate qu'elle fait apparaître une répartition qui est la répartition, disons, un peu complexe de tous ces verbes qu'on appelle parfois irréguliers dans leur conjugaison, dans leur morphologie. Alors, on a 3 radicaux pour le verbe aller.
un radical al qui fonctionne, enfin qui est utilisé pour les modes quasi-nominaux, c'est-à-dire l'infinitif et le participe présent, participe passé, donc aller, ER, allant, et aller et accent aigu. Ce même radical est également utilisé pour le mode subjonctif, que j'aille, que tu ailles, ou subjonctif imparfait, que j'allasse, etc. Pour les personnes 4 et 5 de l'indicatif présent, nous allons, vous allez. Et également, pour l'impératif, on a les mêmes formes, allons, aller. Enfin, pour l'imparfait et le passé simple, j'allais, tu allas, etc. pour le passé simple, j'allais, aillès, tu allais, etc. pour l'imparfait. Donc, le radical al s'emploie dans tous ces cas. Le radical v, lui, sert dans des cas beaucoup plus limités, uniquement au présent de l'indicatif, et encore au présent de l'indicatif, sauf aux personnes 4 et 5, puisque on a je vais, tu vas, il va. Ensuite, nous allons, vous allez, donc ça renvoie au premier cas, radical al, et enfin, ils vont. Pour le radical i, on a un nombre de formes un peu plus élevé, puisqu'on a les 6 formes du futur et du conditionnel. J'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Et pour le conditionnel, j'irai, tu irais, il irait, nous irions, vous iriez, ils iraient. Bien. Alors, la question que se pose Guillaume, et qui est, bien évidemment, vous aurez compris, une question qu'on ne se pose pas si on admet comme principe que le signe est arbitraire, c'est-à-dire qu'au fond, les signifiants n'ont pas tellement d'importance tant qu'ils se distinguent entre eux. Eh bien, la question que se pose Guillaume, c'est pourquoi cette répartition? Est-ce qu'il y a une raison à cette répartition? Alors, dans cet article que vous trouvez dans Langage et sciences du langage, et qu'on trouve en ligne, enfin, ou tout au moins je mettrai un lien sur le site du cours pour que vous puissiez le lire intégralement si vous le souhaitez. Je vous le conseille, c'est un texte assez intéressant et ça vous donnera une idée du style de Guillaume et du genre d'argumentation qu'il utilise. Bon. Voici ce qu'il dit au tout début de l'article. La question se pose donc en face de cette répartition, la répartition des radicaux que je viens de rappeler, d'en connaître le déterminant, ce qui la détermine. Du même coup, 2 thèses s'affrontent. L'une, que l'on se trouve en présence d'un simple fait d'usage, d'une cristallisation d'habitudes prises, derrière laquelle il n'y a pas de principe opérant. Et donc, pas de principe, ça veut dire il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication à donner. Et vous vous souvenez ce qu'on a dit dans les séances précédentes au sujet de l'arbitraire, l'idée de l'arbitraire, une des idées qui est impliquée par l'arbitraire lorsqu'il est pris en tant que principe, c'est que ça exclut, la thématisation de l'arbitraire en tant que principe exclut que certaines questions se posent. On ne se pose pas certaines questions. Bon. Donc, effectivement, on peut très bien considérer qu'il n'y a pas de principe opérant, qu'il n'y a pas de question à se poser. C'est comme ça. On comprend, tout le monde comprend, il y a une répartition, c'est un hasard historique, il n'y a rien à dire. Mais une autre thèse, c'est que la répartition tient à des raisons profondes qu'une analyse pénétrante devrait permettre de découvrir. Donc, bien entendu, c'est à cela que va s'atteler Guillaume, à essayer de trouver une explication qui permette de comprendre pourquoi, eh bien, par exemple, on ne dit pas je vais, tu vas, il va, nous vont, vous vais, ils vont. Ou bien, pourquoi on ne dit pas, pourquoi on n'a pas construit le futur ou l'imparfait, par exemple, donc qui se fait sur le radical. Non, on aurait pu imaginer que le futur se construise sur le radical al.
j'allerai, tu alleras, il allera. D'ailleurs, il y a une chanson de Renaud, Nous nous en allerons, hein, qui montre que c'est une construction possible. Hein. Bien. La question est donc d'essayer de comprendre pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça dans l'histoire du français, ce qui me permet de dire en passant qu'il y a très souvent chez Guillaume, et c'est un aspect important de sa pensée, cette idée que l'histoire d'une langue prouve des choses. Hein. Ce qui s'est passé dans l'histoire d'une langue, ce qu'une langue a retenu ou pas dans son histoire, ça aussi ça a un sens. Hein. Ça permet de comprendre les structures internes de la langue. Alors, dans son analyse, Guillaume va fonder son explication sur à la fois tous les principes qui régissent le système verbo-temporel, temps, mode et aspect, mais alors dans une perspective qui est la sienne, c'est-à-dire que dans les années précédentes, Guillaume avait produit une théorie du système verbo-temporel, hein, du français. Bien. Donc il s'appuie sur cette théorie. Ensuite, le concept de la notion de personne, hein, qu'est-ce que c'est qu'une personne simple comme je, tu, il, et une personne double comme nous et vous. Hein. Je, tu, il, c'est une personne. Il au pluriel, c'est la troisième personne au pluriel, mais il n'y a pas vraiment deux personnes. Enfin, il n'y a que nous et vous qui sont des personnes doubles, où il y a deux entités qui ne sont pas de même nature. Hein, c'est-à-dire que nous, c'est moi plus d'autres, et vous, c'est toi plus d'autres. Il, c'est que des autres. Donc c'est bien le pluriel de la troisième personne, c'est pas une personne double. Hein. Bref, bon, cela dit, ça devrait être argumenté tout ça, mais cette notion de personne, il faut bien sûr la prendre en considération, parce qu'il va falloir expliquer à un moment donné pourquoi, au présent, on ne dit pas nous vont, vous vais, mais nous allons, vous allez. Pourquoi on change de radical dans les personnes doubles. Donc ça suppose une théorie de la personne et un certain nombre de propositions au sujet de la notion de personne grammaticale. Et puis se sert également de donner de l'étymologie, hein, l'étymologie, c'est-à-dire les étymons des radicaux. Hein. Iré pour le radical ir, wadere pour le radical v, etc. Bien. Alors le problème, c'est que pour comprendre cet article, il est indispensable d'avoir quand même une idée du cadre théorique d'ensemble de la linguistique guillaumienne. Et donc, je vais faire une sorte de parenthèse pour ceux d'entre vous qui n'ont pas les éléments minimaux de connaissance en linguistique guillaumienne, pour que vous puissiez comprendre le sens de cet article. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu des cours sur la linguistique guillaumienne et sur les principes de la linguistique guillaumienne? Seulement vous? Bon, donc ça montre bien que c'est utile que je fasse ce rappel. Alors donc, on va parler un petit peu de ce linguiste, Gustave Guillaume, de sa théorie en général, et ensuite on reviendra au problème du verbalé pour comprendre comment cette théorie permet de s'appliquer à ce cas particulier. Alors voilà, Gustave Guillaume, c'est cet honorable monsieur avec une barbe magnifique, qui est né donc en 1883 et qui est mort en 1960. L'histoire du guillaumisme est assez curieuse puisque Guillaume est un autodidacte en fait. Hein. Il travaillait dans une banque, il était chargé de gérer le portefeuille de clients d'une grande banque d'affaires et il se trouve qu'il avait Antoine Meyer, grand linguiste de l'époque, comme client et pour des raisons qu'on ne connaît peut-être pas très bien, Meyer a proposé à Guillaume de suivre ses cours à l'école pratique des hautes études,
en se disant que ce garçon avait l'air intelligent, intéressé. Voilà, venez suivre mes cours puisque ça vous intéresse. Donc Guillaume a 26 ans. Il suit ses cours. À ce moment-là, c'est une sorte de vocation chez lui qui apparaît, quoi. Et 10 ans après, il écrit son premier livre, Le problème de l'article et sa solution dans la langue française, un livre qui a été vraiment remarqué. Bon, il y a eu quelques autres publications, mais sur lesquelles je passe avant. Un livre qui a tout de suite été remarqué et qui lui a valu une certaine notoriété tout de même. Je n'aurai pas le temps d'en parler, mais c'est un livre extrêmement intéressant si vous travaillez ou si vous avez à travailler sur la question de l'article en français. C'est vraiment une référence bibliographique essentielle. Ensuite, le livre qui va nous intéresser surtout, c'est le livre de 1929, Temps et Verbe, Théorie des aspects des modes et des temps. Donc c'est là où Guillaume va publier sa théorie du système verbo-temporel. Bon, ces deux livres sont vraiment les deux livres de Guillaume. Grosso modo, il n'y en a que deux. On verra qu'il y en a un autre après où il étend un peu la théorie de temps et verbe aux langues classiques, au grec et au latin. Mais au fond, les deux moments guillaumiens et les deux grandes thématiques guillaumiennes, c'est vraiment l'article et le verbe. Alors, il a ensuite publié un certain nombre d'articles, alors vous voyez, sur l'aspect, sur les temps, et puis finalement, en 1938, il est recruté comme chargé de conférence à l'école pratique des hautes études. Chargé de conférence, c'est-à-dire, ça n'est pas un vrai poste universitaire. Gustave Guillaume est peut-être le plus grand linguiste français, mais il n'a jamais obtenu de poste à l'université. Il a été juste un chargé de cours, quoi. Un chargé de cours à l'école pratique des hautes études. Et encore, si on l'a recruté là, c'est vraiment sur la recommandation express d'Antoine Meillet. Bon. Alors, il continue à publier des articles. Là, vous avez la liste exhaustive. Je ne vais pas tous les commenter, mais vous voyez qu'ici apparaît en 1941 l'article qui va nous intéresser, de la répartition des trois radicaux du verbe aller entre les formes de la conjugaison française. Un article publié dans Le Français moderne, vous voyez, une revue qui a été qui a accueilli beaucoup de publications guillaumiennes, avec de nombreux articles ont été publiés dans cette revue par Guillaume, et d'ailleurs il y a eu à l'époque des polémiques à l'intérieur de la revue, parce que certaines de ses propositions, en particulier sur le système verbal, étaient contestées. Il y a eu toutes sortes de brouilles, Guillaume a suspendu sa contribution au français moderne pendant un certain temps, refusant d'y publier. Bref, enfin, bon, toutes sortes d'histoires, une sorte de vie comme ça, scientifique assez intense dans le cadre de cette revue, qui est toujours une revue vivante et très intéressante. Bien. Donc, vous voyez que le système grammatical, la déclinaison, l'article, donc, grosso modo, les intérêts de Guillaume vont du côté de la détermination nominale et du syntagme nominal plus généralement, et d'autre part le verbe. Et ensuite, il aborde des questions plus générales, vous voyez, la langue est-elle ou n'est-elle pas un système, psychosystématique et psychosémiologie du langage, et enfin, observation et explication dans la science du langage, dans une revue de philosophie, les études philosophiques. Alors, Guillaume meurt en 60, il laisse un nombre extraordinaire de manuscrits, 60 000 feuillets, qui ont été récupérés par l'université Laval au Canada, parce que Roquevalin, qui était un des auditeurs des cours de Guillaume et un disciple de Guillaume, puisqu'on peut parler de disciple, il y a une école guillaumienne à partir de quelques années après le début de son enseignement à l'école pratique des hautes études, il y avait quand même une école, un petit groupe de guillaumiens. Bref, Roquevalin a été désigné par Guillaume comme son légataire, et du coup, il existe un centre de recherche avec tous les manuscrits de Gustave Guillaume
mais qui est au Canada. La France n'a pas, malheureusement, gardé et su disposer d'un centre de recherche pour peut-être celui qui est le plus grand linguiste français. C'est quand même assez ironique comme situation. Alors, à partir de ces manuscrits, on a commencé à publier ce qu'on appelle les leçons de Gustave Guillaume. Alors, d'ailleurs, il y en a sûrement dans cette bibliothèque, elles sont sûrement là, je n'ai pas vérifié précédemment, mais donc on a retrouvé donc, les notes de cours de Guillaume, et ont été engagées la publication de ces leçons, les leçons qu'il faisait à l'école pratique des hautes études. Et là, on en est à 23 volumes parus. On en prévoit 30 au total. Et puis, donc ça, ces leçons ont commencé, alors là, je me suis trompé, c'est 69, sans doute, ou 79, c'est pas 39. En 1964, on a publié un recueil d'articles, Langage et sciences du langage, donc qui recueille tous les articles que j'ai cités là, dans cette petite bibliographie. Et ça, c'est un ouvrage de référence aussi pour se former à la linguistique guillaumienne. Donc, Langage et sciences du langage, c'est le recueil exhaustif de tous les articles qu'a écrit Guillaume. Il n'y en a pas beaucoup, mais ce sont des articles très profonds. Et puis, en 1973, apparu Principes de linguistique théorique, qui est un ouvrage fait d'extraits bien choisis de l'ensemble des leçons de Guillaume pour donner un aperçu d'ensemble de sa théorie. Donc, c'est peut-être Principes de linguistique théorique pour ceux d'entre vous qui auraient envie de s'initier à la linguistique guillaumienne. C'est peut-être le livre qu'on peut considérer comme étant le plus facile d'abord, parce qu'il couvre de très nombreuses problématiques linguistiques. Il est accessible tout de même. Bon, voilà. Donc, c'est un livre qui peut être le premier livre pour s'initier à la linguistique guillaumienne. Ensuite, ont été publiés en 2003-2004 des ouvrages qui étaient en préparation. Prolégomène à la linguistique structurale, volume 1, volume 2. Et puis en 2007, le premier tome de l'essai de mécanique intuitionnelle. Donc, vous voyez que la pensée de Guillaume continue à nourrir des publications qui n'intéressent pas seulement l'histoire des idées linguistiques, mais qui peuvent être considérées comme étant encore de la linguistique qui peut nous apporter aujourd'hui quelque chose. Alors, je vais, pour donner un aperçu des systèmes de la langue pour Guillaume, vous proposer d'abord... Alors attendez, j'essaie de régler là le truc parce que... D'abord, donc, quelques concepts de base, et puis ensuite on verra assez rapidement, c'est vraiment à titre illustratif seulement, le système du mot, le système de l'article et le système verbo-temporel. Donc 3 systèmes, vous reconnaissez bien cette perspective que j'ai appelée plusieurs fois systématique. Alors d'abord quelques concepts élémentaires. Et le premier concept qui est le concept vraiment primordial de la psychomécanique du langage, ce qui est un autre nom de la linguistique guillaumienne, c'est le nom que Guillaume lui donnait, oui d'ailleurs psychomécanique, là il y a une faute de frappe. Attendez, je vais la corriger tout de suite parce que sinon je vais oublier. Donc, le paramètre principal, c'est le paramètre temporel, ce qu'on appelle le temps opératif. Alors, voici ce qu'il écrit dans la leçon du 3 mars 1939. J'ai brièvement indiqué, en terminant ma dernière leçon, le principe sur lequel je me proposais d'entreprendre l'étude descriptive du système verbo-temporel français. Ce principe est simple et, je tiens à le faire remarquer, extrêmement concret.
c'est qu'il faut du temps à la pensée, si peu que ce soit, pour engendrer en elle le temps. Ce temps indispensable à la pensée pour engendrer en elle le temps constitue ce que j'ai appelé l'axe chronogénétique. Donc, l'idée ici, c'est que il faut du temps à la pensée pour engendrer en elle le temps. En fait, lorsqu'il a travaillé sur l'analyse du système verbo-temporel, Guillaume est parvenu à cette hypothèse, ou à cette thèse, disons, que le temps dans les langues, c'est quelque chose qu'on exprime. Hein, on exprime le temps, on exprime des relations de temps, des choses qui sont avant, après, des choses qui sont passées, présentes, futures. On exprime du temps. Mais pour exprimer ce temps, il faut se représenter le temps. Hein, on se représente les choses avant de les exprimer. Mais la représentation du temps, c'est un processus qui lui-même prend du temps. Vous voyez le raisonnement, hein ? Donc, en étudiant, disons, l'expression du temps dans les systèmes verbo-temporels, enfin dans le système verbo-temporel du français, Guillaume remonte de l'expression du temps à la représentation du temps, et il invente, parce que là c'est vraiment une création, hein, c'est une invention, il invente cette idée, enfin, bon, il y a des précurseurs, hein, semble-t-il, chez les logiciens de Port-Royal, chez Bosé peut-être, bref. Cette idée que il faut du temps pour construire une représentation du temps. Bien. Et ce temps de construction des représentations, c'est cela qu'il appelle le temps opératif. Parce que, du coup, il va généraliser cette hypothèse. Ce qui est vrai pour le temps est vrai pour n'importe quelle représentation. Donc, il découvre, à partir de l'étude du système des temps, il découvre, ou il construit cette hypothèse, à partir de l'étude du système des temps, qu'il faut du temps pour construire une représentation du temps et pour ensuite pouvoir exprimer le temps. Et dans une deuxième étape, il va généraliser cette idée que la représentation du temps prend du temps à toute représentation. Toute représentation mentale présuppose un temps d'élaboration. Se représenter quelque chose mentalement, ça prend du temps. Et donc, on peut analyser les représentations en fonction du temps qu'elles mettent à s'élaborer. Hein. C'est ça l'idée. Alors, c'est là-dessus que repose d'ailleurs l'opposition entre langue et discours, qui est aussi une opposition importante dans l'appareil conceptuel guillaumien. Une opposition qui vise à remplacer, si l'on veut, l'opposition entre langue et parole chez Saussure. Hein. Donc, ce schéma, c'est l'intégrale, hein, ce signe-là rappelle, mais c'est le signe qu'utilisait Guillaume, hein, ça rappelle l'intégrale au sens mathématique du terme, hein, donc disons le symbole de l'intégrale en mathématiques, donc l'intégrale du langage en activité, hein, dit bien du langage en activité, c'est d'une part un fait de langue qui aboutit à des représentations, mais qui est le résultat, hein, vous ne voyez pas bien le bas de la flèche, mais bon, ce qui est le résultat d'actes de représentation qui prennent du temps. Donc, le fait de langue, les faits de langue sont, au fond, des résultats, mais si on veut reconstituer les processus qui ont amené à ces résultats, qui sont donc ce qui s'appelle ici des représentations instituées, il faut reconstruire les actes de représentation ou les mouvements, les processus de représentation. Ça, c'est le niveau de la langue. Et ensuite, il y a le niveau du discours, qui est donc la mise en œuvre par un sujet parlant des représentations instituées qui sont disponibles dans la langue. Hein. Autrement dit, c'est
c'est vraiment l'équivalent de la parole au sens saussurien, à ceci près que parole évoque uniquement l'oral, et donc Guillaume a préféré discours, qui a le mérite d'inclure l'écrit, l'oral. Hein. Donc, le plan du discours est le plan de la mise en œuvre de représentations disponibles dans les langues. Mais l'effet de discours suppose aussi des processus qui sont des actes, cette fois-ci, d'expression. Donc, vous voyez que le phénomène de langage, en tant que phénomène, c'est-à-dire en tant qu'activité, hein, suppose deux types de processus, des processus qui relèvent de la langue et qui conduisent à l'élaboration de représentations instituées, et des processus qui sont de l'ordre du discours et qui, à partir de représentations instituées, consistent en l'élaboration de processus d'expression pour aboutir donc à des idées exprimées. Bon, le terme d'idée n'est peut-être pas très heureux ici, mais c'est pas grave, en tout cas c'est le terme qu'utilise Guillaume. Une autre représentation de l'articulation entre langue et discours, c'est la suivante. Ici, Guillaume distingue le côté pensée et le côté parole, alors limité à la parole, ici en l'occurrence audible, et donc ce qui exclut le cas de l'écrit. Hein, mais... Donc, il oppose au plan du discours des actes d'expression qui sont momentanés à des actes de prononciation qui sont aussi momentanés. Donc, au plan du discours, on a quelqu'un qui parle, donc qui articule des mots, hein, et en articulant ces mots, il exprime quelque chose, à un moment donné, d'où le caractère momentané. Mais ces deux versants, si vous voulez, du discours, impliquent deux types d'actes de représentation au plan de la langue. Pour les actes d'expression, ils sont précédés d'actes de représentation qui aboutissent aux représentations de langue, par exemple les représentations véhiculées par les signifiés des mots lexicaux, hein, si on veut, pour prendre un exemple. Tandis que du côté de la parole, alors, il s'agit, dit Guillaume, d'actes de représentation aboutissant à des conditions idéales de prononciation, parole psychisée. Ce qu'il entend par là, c'est simplement le niveau phonologique. Hein. Donc, cette distinction entre langue et discours, vous voyez que là, ça permet de la comprendre dans son versant parole, comme une opposition entre le plan phonologique et le plan phonétique. Hein. Le plan phonologique est un plan qui ne suppose pas la prononciation, l'articulation, etc., qui est le plan de la description des structures de langue disponibles, tandis que le plan phonétique est celui donc de la mise en œuvre de ces systèmes, et donc correspond au plan du discours. Donc vous voyez que cette opposition langue-discours correspond à des divisions traditionnelles assez anciennes en linguistique. Alors, une conséquence de la distinction langue et discours, c'est la distinction entre ce que Guillaume appelle le signifié de puissance et le signifié d'effet. À cet égard, Guillaume dit parfois... Oui ? Pardon ? Je pense qu'il y en a une autre dame qui s'appelle Senpai de Srinivas. Ah, oui, vous me direz tout à l'heure, si vous retrouvez le nom. Donc, signifié de puissance et signifié d'effet, ça correspond, si vous voulez, à ce que Guillaume parfois nomme une linguistique de position, et qui est donc vraiment une conséquence directe à la fois de l'opposition langue-discours et de cette hypothèse d'un temps de représentation.
Donc, l'idée, c'est que, au lieu de parler d'un signifié en général, pour les signes, il faut distinguer une sorte de signifié de puissance, enfin un signifié, disons, abstrait. L'idée de signifié de puissance, on peut en donner une approximation en disant que c'est un signifié très abstrait qui se situe au niveau de la langue, et dans un moment de ce processus qui correspond à la construction de ce signifié très abstrait, donc le signifié de puissance, il va y avoir donc des interruptions de ce processus pour mener à des signifiés d'effet au niveau du discours. Bien, alors... C'est un peu pragmatique un peu. Pas vraiment, parce que ça se situe sur un plan théorique qui, au fond, quand on parle d'acte, etc., de saisie, ce sont bien des sortes de gestes mentaux, mais on est quand même assez loin de ce que thématisera ensuite la pragmatique. Bon, vous allez voir de toute façon tout à l'heure, quand on va étudier les différents systèmes de la langue, comment cela se traduit. Mais par exemple, si vous voulez, vous pouvez avoir l'idée de signifier de puissance. On pourrait dire que on va trouver pour le présent, par exemple, le temps présent, une valeur générale qui va être le signifié de puissance, et puis les différents emplois du présent. On va pouvoir employer du présent pour dire du futur imminent, pour dire de l'immédiateté, etc. On va les considérer comme des signifiés d'effet. Donc vous voyez, il y a une sorte de signifié très général, et puis des cas d'emploi qui se ramènent tous au cas général, mais qui sont quand même des cas un peu particuliers, qui sont donc ce qu'on appelle ici des signifiés d'effet. Mais encore une fois, vous allez le voir très concrètement dans les exemples qu'on donnera après. On peut même avoir un troisième niveau, c'est en tout cas ce que j'ai défendu dans un autre livre. Il y a les signifiés de puissance, les signifiés d'effet, et on peut même avoir des effets de sens qui sont des manifestations différentes des signifiés d'effet. Bon, mais ça, c'est un raffinement dont on peut se passer. Alors, comme c'est quand même pas idéal, ça. Le temps opératif. Oui, non, plutôt en l'avançant. Ouais. On va l'avancer un petit peu et puis baisser. Donc non, remonter. Voilà. Non. Ouais, peut-être un petit peu trop haut là du coup. Bon, on va voir. Hop. Donc, ce temps opératif, il apparaît partout dans la linguistique guillaumienne. Hein. Certains auteurs d'ailleurs ont parlé d'une linguistique processuelle à ce propos. Hein. En particulier Schiss et Puech dans un ouvrage intitulé Fondation de la linguistique. Donc l'idée, c'est que le linguiste doit chercher à retrouver les processus dont dérivent les observables, les choses qu'on observe. Et cette recherche d'un processus de construction de représentation ou d'un processus à partir duquel des unités linguistiques se construisent, il est schématisé par Guillaume sous la forme de ce qu'il appelle le tenseur binaire, parfois le tenseur binaire radical, mais bon, disons le tenseur binaire, qui est la chose suivante, vous voyez, un schéma qu'on trouve, qui est vraiment en quelque sorte la signature du guillaumisme. Hein. C'est à peu près tous les guillaumiens utilisent des schémas de ce genre-là, soit sous cette forme, soit sous une autre, mais c'est la forme la plus utilisée. Donc un schéma dans lequel vous voyez qu'il y a U1 signifie ici l'universel 1, U2 universel 2, P, j'aurais dû indiquer ici S plutôt, le singulier. Hein. Donc il y a une tension entre l'universel et le singulier, et un double mouvement qui va de l'universel au singulier, qui donc est appelé un processus de singularisation ou de particularisation, et un second processus qui va du particulier à l'universel, donc du singulier à l'universel ou du particulier au général.
c'est un mouvement qui se déroule dans le temps, donc la première opération de particularisation est antérieure à la seconde qui est de généralisation. Et la raison pour laquelle Guillaume considère que ce schéma est un schéma fondamental, eh bien c'est tout simplement parce qu'il estime que c'est une propriété générale de l'esprit humain. Que l'esprit humain a une sorte d'aptitude fondamentale qu'il appelle à contraster, une aptitude au contraste entre l'universel et le singulier, ou entre le particulier et le général. Donc il donne à l'opposition entre le singulier et l'universel, qui est une opposition classique de la philosophie, il lui donne d'abord un contenu qui en fait plus qu'une opposition, mais qui en fait un mouvement. C'est-à-dire la question n'est plus de savoir que le particulier s'oppose à l'universel, que le particulier s'oppose au général, ou que le singulier s'oppose à l'universel, mais qu'il y a un processus où on va vers le particulier à partir de l'universel, ou on va vers le singulier à partir de l'universel, et un autre processus où on va du singulier vers l'universel, ou de l'universel au singulier. Bien. Donc, vous voyez qu'on est encore dans un schéma de pensée, enfin dans une théorie, où à des oppositions, ou des oppositions, des systèmes, une pensée d'opposition est remplacée par une pensée de processus. Au lieu d'opposer le singulier et l'universel, je considère qu'il n'y a pas d'un côté le singulier et de l'autre côté l'universel, mais qu'il y a d'un côté un processus de singularisation et de l'autre côté un processus d'universalisation. Le processus de singularisation étant le processus qui va de l'universel au singulier, et le processus d'universalisation étant le processus qui va du singulier vers l'universel. Bon. On trouve chez Guillaume tantôt la dénomination universel singulier, tantôt général particulier. Il ne semble pas que cette différence terminologique ait une importance. Chez Guillaume, donc, on peut au fond dire à peu près les deux. Donc, soit un processus de particularisation qui va du général au particulier, et un processus de généralisation qui va du particulier au général, soit un processus donc de singularisation qui va de l'universel au singulier, ou d'universalisation qui va du singulier à l'universel. Bien. Oui. Excusez-moi, je ne comprends pas comment il peut concevoir le processus de singularisation sans rendre l'universel et le singulier indépendants, enfin couper l'un de l'autre. Parce que là, finalement, on va de l'universel au particulier dans le premier mouvement. Ouais. Ça voudrait dire qu'il présuppose une préexistence de l'universel. Il présuppose en effet que, en tout cas vous verrez comment ça s'applique au processus linguistique, que avant de dire quelque chose de particulier, notre pensée est soumise à la plus grande généralité. Et que, pour dire un mot, il faut d'abord sélectionner dans l'ensemble de ce qui est pensable une chose particulière. C'est ça cette confrontation initiale de l'universel. Mais votre question est tout à fait légitime. Je pensais que vous alliez me demander ça, mais peut-être que c'est un peu ça votre question. Pourquoi n'y aurait-il pas un schéma inverse, Pourquoi on n'aurait pas, par exemple, d'abord un processus d'universalisation à partir du particulier, et ensuite un processus de particularisation à partir de l'universel? Bon, je ne vais pas traiter de cette question maintenant, ça nous emmène trop loin. Il n'est pas certain d'ailleurs qu'elle ait un enjeu très important. On verra comment, en fonction des différents systèmes, cette analyse se justifie.